C'est beau. Sometimes I think I know some of the reasons why I do the things I do. Monte Carlo, 88 in qualifying session, Saturday afternoon. I was already on pole. Then I was by half a second, and then 1 second, and I was going. And I was going, and I was going, and I was going. Suddenly, I was about 2 seconds faster than anyone else. I was kind of driving it by instinct. And I was in a different dimension. I was like in a tunnel. Well beyond my conscious understanding. Some moments when I am actually driving just detach me completely from anything else. Et donc, Romy, je te laisse reprendre ta chronique. Merci, merci bien. Magnifique, magnifique photo. Donc, happy birthday, Senna, of course. Je vais pas commencer à parler tout de suite de qui il était, de ce qu'il a pu faire, etc. Je vais d'abord vous demander à vous, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de Senna en une phrase ou en 3 mots, à votre avis, qui c'était, comment il était, pour voir à la fin si vous savez vraiment qui il était et voir qui a raison ou pas. C'était un Brésilien. À part ça. Genre, T'as dit une phrase, hein. personnalité, Une phrase. personnalité, tout ce que vous voulez, quoi. Non, je pense que c'est une légende de ce sport pour beaucoup de gens, qui a le respect de. C'est lui qui a contribué à améliorer le sport et au niveau aussi de sa visibilité. Moi, en tout cas, je sais qu'on m'en parlait quand j'étais petite en mode waouh, c'est Ayrton Senna. Et c'est comme ça que c'est resté. Et oui, je pense que c'est juste une légende du sport et que c'est un grand monsieur à respecter pour beaucoup de choses. Pour tout. Liquide. Senna. Un peu comme tout le monde en fait, j'en ai entendu parler. Le nom résonnait dans le sport auto. Ayrton Senna, c'est comme Alain Prost, comme Juan Manuel Fangio, comme Michael Schumacher, c'est des grands noms en tout cas de la Formule 1. Après, du peu que j'en connaissais, en tout cas avant d'avoir vu le beau documentaire qu'avait fait Arte dessus, pour moi c'était un pilote très rapide, il était très croyant, beaucoup basé sur le ressenti de la voiture et pas une approche beaucoup moins calculatrice qu'avait Niki Lauda par exemple, qui était à fond dans l'ingénierie, la recherche, hein, on l'appelait l'ordinateur, c'était lui, je crois que c'était Lauda. Oui, c'était lui. Et surtout de quelqu'un qui a un peu la même mentalité. Alors je vais me faire taper sur les doigts par Romy pour dire ça, pour faire cette comparaison, mais un peu la même mentalité que Max Verstappen, mais
de forcer parfois le passage, de se mettre dans des situations et je crois que enfin, plein de gens le disent, de mettre dans des situations de dire: «Je passe. Si tu veux passer aussi, on se crache ou tu me laisses passer. C'est ton choix. Moi j'ai pris ma décision. C'est à toi de choisir, soit on se crache, soit je passe». Mais il y a pas de scénario dans lesquels moi je me pousse et c'est toi qui passes. C'était tout ou rien avec Senna et donc j'avais un peu, l'impression enfin, pour moi, il avait cette réputation d'être peut-être un peu, j'ai le terme anglais qui me vient en tête, unfair, enfin de ne pas être, Juste, Parfait. fair fair play, Fair play, ouais. voilà, play, ouais, fair de play. pas être fair play, mais après, j'ai beaucoup changé d'avis en regardant le très beau documentaire qu'a fait Arte. Mais voilà, toujours est-il qu'il avait enfin ça vient pas de nulle part ce truc de dire: «Bah, je prends ma ligne et puis tu te débrouilles, mais soit on se tape, soit je passe», mais il y a pas d'autres situations. Mais ouais, un grand nom du sport, c'est sûr. Nichois, je te laisse terminer. Bah, comme bon, je vais essayer de pas répéter ce qui a déjà été dit, mais oui, ça reste une légende, ça reste un très, très grand pilote. Il a un sens, une stratégie de la course qui est quand même, très évoluée pour sa période où il était pilote. Il a travaillé sur, la sécurité notamment. Il a travaillé un peu comme avec Loda sur, des postures également. C'est lui qui a un des premiers pilotes à rouler avec le volant plutôt proche du corps, question, d'ergonomie. Enfin voilà, je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas plus d'informations que ça. Mais en tout cas, il avait vraiment un bon sens, du pilotage. Il avait, un feeling pour développer, pour pousser, au mieux, tirer vraiment au maximum et voire même plus les performances de sa monoplace pour pousser également un petit peu, son équipe également. Après, c'est un pilote qui avait pas peur, comme tu disais Lucky, en duel, ça passe ou ça casse et même sous la pluie, selon certaines télémétries, de l'époque, bah, même il était réputé pour être très bon sur la pluie, alors qu'il détestait ça et en fait, c'est juste qu'il y allait, pied au plancher, là où les autres étaient un peu plus sur la réserve, donc un grand monsieur. Juste petite info, il détestait pas conduire sous la pluie, hein. Non, Il avait justement des facilités par rapport aux autres, donc bah, c'est pas quelque moi chose de ce qu'il que j'en ai lu en aimait. tout Alors cas. moi Alors de c'est ce pas que ce qu'il j'ai pu préférait, mais c'est pas ce qu'il préférait comme tous les pilotes, enfin c'est pas, mais oui, oui, il y oui. avait des facilités, Mais je me disais, ça le dérangeait pas non plus, c'était non, le ça le meilleur dérangeait sous la pas, je suis pluie. d'accord. Ouais, si comme je disais, bah, il y a les pieds au plancher là où les autres, n'osaient pas. Il Et n'avait du pas coup, peur. ce qui faisait la différence. Et oui, la pluie, ça Et mouille, toi, hein. Aura? Je participe, moi. Bah oui, bien sûr. Bah, Senna, Je demande l'avis à tout le monde. c'est un pilote que j'ai découvert très tard au final, parce que je le connaissais de nom, mais plus par son destin funeste que par ses performances en tant que pilote. Euh, et donc je l'ai découvert assez récemment, il y a quelques années, enfin découvert on va dire un peu plus en détail. Euh, Pilote très bon, je dirais un peu assez audacieux, enfin pas audacieux dans le sens où il essayait des choses euh, par but, mais juste que il osait aller sur les terrains là où personne allait, un peu aventurier sur sa façon de piloter, sur sa façon de gérer la voiture, tout. Voilà. Après, c'est vraiment pas un pilote que je connais beaucoup. J'ai vu un ou deux documentaires comme Lucky disait, mais voilà. Ok. Bon, ça va, vous connaissez quand même un minimum et vous n'êtes pas trop tombé sur son compte. Donc, du coup, je vais quand même commencer par le tout début. Alors, je vais parler très brièvement de l'enfance, hein, parce que j'ai pas envie de faire un documentaire. Les professionnels l'ont mieux fait et vont. Enfin, voilà, quoi, c'est pas le but. Donc, et tout ça, alors, je sais pas si vous le savez, mais il est né dans une famille aisée. Il avait un peu une cuillère en or dans la bouche quand il était petit. Donc, pouvoir courir en course automobile, en karting, etc., c'était pas un problème pour lui. À contrario de Ocon, aujourd'hui, qu'on pourrait comparer, où Oui. lui, bah, Ocon, il a vraiment dû pousser sur ses économies pour pouvoir se payer, enfin, les économies de son père, pour pouvoir se payer des cours. Lui, il avait pas eu tout ce souci.
Et c'est très vite qu'il développe son intérêt pour les voitures et le sport auto. Et à votre avis, à partir de quel âge il a commencé à conduire? La première fois qu'il a conduit, c'est à quel âge? Alors là, aucune idée. 6 ans. J'aurais dit 6 ans Bah aussi. si, Ouais, 5 ans. 7-8 ans. 7 ans. À 7 ans, à 7 ans, il a conduit une Jeep autour de la ferme familiale. Et en fait, Jeep. une Jeep, oui, D'accord. tout simplement, une simple Jeep. Et en fait, il écoutait le moteur. Et dès qu'il sentait que c'était bon, il passait la vitesse. Donc en fait, déjà tout petit, il avait cette espèce de connexion avec la mécanique que je trouve plutôt folle. Parce que franchement, à 6 ans, 6-7 ans, se dire, vas-y, le bruit fait tel, le moteur fait tel bruit, hop, je passe la seconde, la troisième, la quatrième. Gifted. Je trouve ça fou. C'est devenu. Et du coup, il commence le karting à 13 ans, donc pas longtemps après. Et son kart était construit par son père. Et son père et sa mère lui ont dit, si tu amènes des bonnes notes à l'école, tu peux continuer le karting. Et d'ailleurs, il a toujours dit de son vivant que le karting était du pure racing, donc la course d'état pur. Et loin de la politique de la F1, avec qui plus tard il ne se fera pas trop d'amis. On va dire ça comme ça. Et donc ouais, pour lui, en fait, tout début, c'était il développait ses propres sensations. Il trouvait ça cool, mais au début, c'était vraiment juste la sensation de vitesse qu'il aimait. C'était juste ça. Bon, quand t'es petit, tu vas pas tout de suite développer un amour pour la mécanique pure. Et donc très vite, il remporte des victoires, son talent est reconnu. Les gens, dès qu'ils le voient, ils ont tous dit, quasiment tous, qu'il a réinventé l'art de piloter un kart et que quand il le rencontrait, il ressentait quelque chose en eux, en se disant mais ce mec-là, il a vraiment un don et il a vraiment un avenir plus loin que dans le karting. Et une anecdote qui me fait rire, qui je crois qu'est l'une de mes préférées de quand il était petit. Est-ce que vous savez comment il faisait pour tester la qualité des chaussures quand il voulait acheter une nouvelle paire de chaussures? Qu'est-ce qu'il faisait pour tester la qualité? Mettez ses pieds dedans? Non, je sais pas. Ça a l'air tellement random comme fact. Ouais, Vous allez envie de dire- comprendre, je trouve le truc tellement fou que c'est j'ai envie marrant. de dire qu'il roulait dessus avec une voiture. Ouais, j'allais dire pareil. Il a fait passer sous un pneu pour voir s'il résiste. non, pas du tout, non. Vas-y, dis Non, la non. réponse. Mais pensez à ça. Non, en fait, il courait à fond sur une ligne Oui. droite dans le magasin. Donc il courait. Et d'un coup, il s'arrêtait. Et si la semelle glissait encore, c'est que la chaussure était pas bien. Fallait D'accord. reprendre Ah, une. mais c'est dans le magasin de chaussures qu'il faisait ça. D'accord, ok. Je Ouais. crois que c'était avant chaque c'est course, ça. moi. Oui. Ah non, quand il était petit, non. Quand ouais, il je était petit, continue, oui. ouais. Et Je ça, c'est reste ma dans son faute aussi. enfance. Les vendeuses, elles voyaient. Donc, Je me suis trompé de slide. Mais tout le monde l'a fait, ça. Tout le monde l'a mais fait. non, mais je trouve ça fou que si la semelle a glissé un peu, c'est comme genre les pneus, tu vois. Bah, si ça freine Oui. pas, C'était la c'est gomme. mort, quoi. Ouais, voilà. Chouille. Je trouvais ça fou. Tu faisais un choui. L'anecdote. Ça, c'est. Il y a un petit Exactement, anachronisme, pas mal. ça, c'est plus tard. Ah oui, lui, il va pas tarder à venir. Ouais. Il peut rejoindre l'équipe. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le. Ouais, il y a Ricardo aussi. Tout est lié. Hein. Les chaussures, ouais. Les chaussures. fou. Les chaussures. Et donc bon, il grandit, machin. Il commence à se faire un nom dans la Formule 1. Enfin, dans la Formule 1, dans la Formule 3, la Formule 2, la Formule 2000, la Ford 2000 plutôt. Toutes ces catégories avant la Formule 1. Et il avait un peu une réputation de mec pas cool, un peu ronchon, un peu mauvais joueur aussi. Parce que bon, c'est clair, hein, dès qu'il gagnait pas une course, il était pas content. Mais donc tout le monde disait qu'il avait une réputation pas ouf, mais par contre, quand il conduisait une voiture, tout de suite, il savait à qui il avait affaire. Et alors, je sais pas si vous connaissez Ralph Firman, un patron d'une écurie De de nom, oui. l'époque. Ouais. Du coup, il l'a engagé et il disait qu'il savait pas trop à quoi s'attendre avec lui parce que forcément, un pilote dur à gérer, c'est pas une partie de plaisir en tant que directeur d'écurie. Et donc, lors d'un grand prix de karting, du coup, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et Senna lui a demandé de changer les pneus, pas de pluie, mais des pneus slick un peu.
Et il était pas trop chaud. Il lui a répondu il fait si, tu vas le faire, je paye, je fais ce que je veux avec cette voiture. Du coup, il fait OK. En fait, en 5 minutes, il avait dit plus de mots qu'en 2 mois. Et alors 5 minutes après, il a écrasé la course, il a gagné. Je trouve ça fou. Donc déjà, c'est aussi quelqu'un qui parle pas beaucoup, enfin, en tout cas qui parlait pas beaucoup au début. Mais par contre, quand il parlait, il prenait bonne décision et puis ça filait droit, quoi. Ça filait tout Et droit. ça fait tout droit. Est-ce que vous savez qui lui a donné sa chance de conduire sa première Formule 1 lors d'essai? C'est Toleman. Ah oui, Oui, non, c'est non. ça. Alors Toleman, c'est sa première écurie en Formule 1, mais c'est pas chez lui enfin, c'est pas Oui. chez Toleman qu'ils ont fait les tests pour qu'il arrive en Ah, Formule 1 derrière. j'ai entendu C'est ça, une mais je sais plus qui c'est. personne. C'est Frank Williams. C'est Frank Williams Ah, qui a été. Sir C'est Frank. le Ok. premier. Ouais, c'est le premier qui lui a donné la chance de conduire une Formule 1, donc lors des essais. Et ce qui est fou, c'est que Senna il a réalisé le meilleur temps jamais obtenu par une Williams sur le circuit britannique, alors que les mécaniciens, à la demande de Frank Williams, l'avaient volontairement rajouté 75 litres d'essence dans la monoplace en plus. oh, Et imaginez Senna dans la sans Williams prévenir de Senna, 2020. sans prévenir Senna, et Senna il a pulvérisé le record. Donc là ils se sont dit bon, il a peut-être un avenir, sauf que Williams n'avait pas de place dans son écurie, McLaren non plus, donc il est allé chez Toleman. Et Frank Williams, avant de le laisser partir, il lui dit tu te souviendras que c'est moi qui t'ai fait conduire la première Formule 1 et que grâce à moi, tu vas pouvoir entrer dans la Formule 1. Donc, une petite phrase pour dire plus tard, viens chez moi. Ouais, bah, ça a bien marché. Ouais, Ça a c'est bien aussi grâce à lui marché qu'il a et- quitté la Formule 1. C'est Ouais. horrible. Mais malheureusement, ouais, l'histoire plus la tard. glissade. Malheureusement, plus tard, l'histoire, ouais, elle est plutôt folle, quoi. Donc bon, il rentre en Formule 1. Et chez Toleman, il fait déjà un exploit de fou. Je pense que vous avez forcément vu cette vidéo à Monaco, où il est. C'est le Grand Prix de Monaco. Et il y a de la pluie, il y a beaucoup de pluie. Et la course a été arrêtée d'ailleurs. Mais Senna a quand même fait une remontée mais spectaculaire. Il a repris 25 secondes sur le sur le pilote qui menait la course, qui n'était d'autre qu'Alain Prost. Donc en une douzaine de tours, il l'a rattrapé il a rattrapé 25 secondes sous la pluie à Monaco dans une Toleman. Donc, Abusé. donc en fait, quand vous avez dit plus haut, vous avez raison, en disant que c'était vraiment un monstre sur la course. Il était vraiment vénère. Mais honnêtement, à chaque fois, en fait, il a fait ses preuves comme ça. Il avait beau avoir une voiture moins performante, avec plus d'essence que les autres. Enfin, pas une voiture égale, en fait, tout simplement. Il arrivait à surconduire la voiture, en fait, tout simplement. Et sauf que au final, il aurait pu gagner cette course, mais avec la pluie, la FIA, les magouilles un petit peu mafieuses de Jean-Marie Balestre, Jean-Marie Balestre. qui faisait en sorte de favoriser la victoire du français, Cocorico. C'est pas trop une fierté pour le coup, mais donc du coup il est arrivé deuxième parce que ils ont voulu arrêter la course avant pour que Prost gagne. Bon après c'est peut-être mon côté un peu mauvaise joueuse entre guillemets qui dit ça, mais je pense sincèrement que il y a eu plusieurs magouilles dans l'histoire. Non, mais je suis Enfin, content bref. de connaître maintenant une des raisons pour lesquelles tu n'aimes pas Jean-Marie Balestre à ce point. Ah, mais Jean-Marie On a- Balestre aussi, ce qui est. Non, mais c'est. T'as une conférence de pilote avant chaque Grand Prix où il parle un peu du Grand Prix et machin. Senna, il disait que dans un virage, les pneus c'était trop dangereux. Il fallait mettre des plots. Et Jean-Marie Balestre, il disait ah non, machin. Et il continue à argumenter. Il fait non, mais tais-toi, ma décision, c'est la meilleure décision, c'est moi qui ai raison. Et après, il fait bon, on va faire un vote à main levée, qui veut des plots à la place des pneus? Tout le monde lève la main. Donc Senna avait raison. Il fait bah, tu vois, ma décision, c'est la meilleure décision, quoi. Tu viens juste d'appliquer ce que Senna. Enfin bref. J'en aurais d'autres sur Jean-Marie Balestre, mais on va s'arrêter là. Le nom de Jean-Marie Balestre reviendra tout au cours de cette Ah saison. ouais. À de multiples reprises. Ce sera un running gag. Le running gag. Le On fera une emote Jean-Marie Balestre. Mais Je suis chaud, ouais.
Mais c'est vrai que dans le documentaire Arte, on voit pas mal de magouilles sur ce qui s'est passé, Ah notamment en ouais, 89 et en 90, là où les titres se sont décidés, 89 à la faveur d'Alain Prost et en 90 à la faveur de Senna, les deux sur des crashs entre les deux. Donc on voit un petit peu plus euh, ce qui se passe derrière. C'est vrai, là, bah, pour le coup, la première fois, et je vais faire court, je vous promets, la première fois que que, j'avais vu les images du titre en 90, donc où Senna, plonge à l'intérieur de Prost au premier virage au Japon. C'est là que je m'étais dit: «Bah, ouais, bah, oui, il y a toute une course, il va au premier tour, au premier virage, il force la main et cetera et cetera». Mais en fait, quand on voit tout le contexte de 89, que ouais, non, non. Si c'est juste vengé. c'est Prost qui cherche le contact, c'est Senna qui cherche le contact, je sais plus, enfin bon bref, il y a le contact en 89 qui donne le titre à Prost à cause de, en plus même pas à cause de l'abandon, c'est parce que Non, Senna mais si prend c'est là, il a la voie continué. d'échappement, enfin Ouais. la runoff area, enfin la voie d'échappement. Ouais, ça se comprend un petit peu mieux, la manière dont se finit le championnat du monde 90. Donc vraiment, le documentaire Arte, je le conseille vraiment parce que ça remet beaucoup de choses dans leur contexte, notamment, les allégations, venimeuses de Remouillet à l'égard de la FIA de l'époque. Ah oui, non, mais là, Ma j'ai une filla, haine. ma FIA. Oh, mais c'est horrible. Oh, mais Exactement. plein de fois, ils ont favorisé Prost, mais parce que l'autre, c'était un cocorico. Après, tu vois, bah, du coup, l'année d'après, Senna, il a fait exactement pareil. Il est rentré dans Prost pour que les deux ne puissent pas continuer la course. Et vu qu'il menait le championnat, bah, c'est Senna qui a gagné. Bon, après, plus tard, il a dit qu'il regrettait cet acte de vengeance. Mais bon, ça a été Forcément. fait. Donc bon, après Toleman, c'est Lotus. Après Lotus, McLaren, où il gagnera ses 3 titres de champion du monde. McLaren, évidemment. D'ailleurs, c'est cette année-là où McLaren a fait beaucoup de doublés. Enfin, c'était vraiment c'était Ouais, la ultra meilleure année de domination. McLaren avec la rivalité Prost-Senna. Mais je vais pas entrer dans les détails de la rivalité parce que ça durerait trop longtemps. Ça va être une autre Les histoire. documentaires en parleront mieux que moi. De bons bougres. Donc là, je vais faire un petit point sur son palmarès. Donc, sachant qu'il a couru que 10 ans, malheureusement, il aurait pu faire plus. 161 Grands Prix, 65 pole positions, Oh, 41 vache. victoires, 80 podiums et donc 3 titres de champion du monde avec McLaren. Et C'est tout? C'est tout? Oui. ouais, mais il aurait pu Ouais. gagner plus de titres, mais Jean-Marie Vallesque, la FIA, Oui. tout ça, Oui, les oui. magouilles, Puis, la politique, faut tu remettre connais. aussi dans son contexte, hein. C'est des années qui sont très disputées. Il y a quand même beaucoup de niveaux chez Oui, pas oui. mal de pilotes, hein. Oui, tu avais beaucoup de C'est grands pilotes c'est aussi à pas du l'époque, c'est clair. Hamilton qui a aucune concurrence pendant 7 ans pour tous ces Oh, titres oui, à la non, suite. non. Oui. Et Oh, c'était la meilleure année de la Formule 1. Aucun, ne va s'entendre. c'est très, noir ce que je vais dire, mais c'est aussi des années 161 Grand Prix. où tu commençais une année, tu étais pas sûr de la finir, hein. Ah oui, Il y a ça qui joue Oui, Mmh. beaucoup aussi. Oui, aussi, ouais. c'était une époque beaucoup moins sécurisée. Bah, il y D'ailleurs, avait pas le halo déjà. oui, Oh bah, le halo est venu et beaucoup plus tard. Bien après, bien bien plus après, tard. ouais. Mais même déjà, les circuits, c'était trop mal sécurisé. Enfin, Ouais, pareil. plein de choses, ouais. Il y avait également le fait qu'il n'y avait pas le même nombre de Grands Prix pour le disputer le championnat. Il n'y avait pas la même attribution de points aussi. Mmh. Donc tout était Et c'était un plus autre serré. règlement, c'était pas du tout la même, Formule 1 qu'on a maintenant. C'était une autre ah oui, non, époque, non, hein. clairement pas. C'était clairement une autre époque. Enfin bon, il avait une grande volonté de gagner. Et je pense que c'est ce qui le rendait un peu plus spécial que les autres parce qu'il avait vraiment une volonté, mais très poussée, hein. Il rigolait pas. Et c'était quelqu'un du coup. Donc vous l'avez beaucoup décrit dans le sens où il est agressif, il va forcer le passage, tout ce que tu veux. Alors oui, c'est un pilote très agressif, mais aussi il a avec une sorte de sensibilité qui est bien sûr en dehors de la piste. Sur la piste, c'est un lion, hein, mais du coup tu l'as comparé à Verstappen, mais Oui. honnêtement, je t'en veux pas parce qu'il y a des similarités, ouais. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Sur la piste, il ressemble en effet à Verstappen. En Ouais, dehors, un peu moins. clairement. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc j'irais même jusqu'à dire qu'il pour ma part, je pense qu'il était un peu touché par la grâce et qu'il imposait naturellement, une sorte d'aura. Aura vraiment parce que avec tous les documentaires que j'ai vus, L'aura de il y qui? a,
Il y a un... n'importe quoi. Du coup, à l'époque, les journalistes, ils allaient sur la grille de départ pour interviewer les pilotes. Et il y a un journaliste qui disait qu'à chaque fois qu'il s'approchait de la voiture de Senna, il avait les poils qui s'hérissaient. Et le mec était vraiment en mode, je sais pas pourquoi j'ai des frissons, mais à chaque fois que je m'approche de ce pilote, j'étais mais en mode, genre il venait de croiser Dieu, tu vois? Il était vraiment, donc je pense qu'il avait vraiment une aura. Et puis même, quand tu vois tout Tous, hein. l'engouement qu'il y avait autour de lui, il avait vraiment un truc. Je pense. Je rappelle que Ah bon. Romouille a refusé que j'utilise le terme idole. Hein. Elle parle d'aura, mais c'est pas son idole. Après, tout le monde a une aura. Certains, ça J'admire ressemble plus que d'autres. j'admire le travail, le dévouement et la compétence. C'est une Bon, phrase de lui d'ailleurs. c'est bien... Ah oui, d'accord. Je me disais, mais Oh tu là sors là. ça comme ça, toi. C'est bien dit. Waouh. Waouh. Vous voyez, c'est mon une belle inspiration. conclusion. Je m'inspire de ces phrases. On va s'inspirer Et des tiennes donc, bientôt. c'était une personne qui était à la fois modeste et à la fois orgueilleux. Ce qui faisait que parfois, tu avais du mal à comprendre et comment dire, se comporter avec lui. Ma Prost, on a beaucoup dit que sur circuit, ils étaient plus potes, mais en dehors, ils étaient potes, ils s'entendaient bien et parfois, ils comprenaient pas trop ce changement de comportement. Mais je pense que c'est juste qu'il était compétiteur à balle et Ah oui, c'était un compétiteur. Mais il a toujours dit, Oh il oui. a toujours ah assumé oui, ça. oui, il l'a toujours assumé clairement. De toute Comme il façon, disait aussi qu'il avait pas peur, il connaissait les risques de la Formule 1 et qu'il en avait pas peur. de toute façon, je pense que tu ne fais pas de Formule 1 ou de sport Oui. mécanique si t'as pas l'esprit de compétiteur. Enfin, je trouve ça vraiment Non, bah, de toute très façon, compliqué. Et comme encore il a moins dit autant de victoires. lui-même, en Formule 1, soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais pas du tout. Ah oui, bah Ah, ça, Nikita. Pardon. C'est pas sorti Voilà. tout seul. Oh la balle perdue. Putain, et nous, en sorti fait, tout seul. nous, on essaie de se calmer depuis tout à l'heure. Et lui, il balance des vannes. Mais, Ne- Oh la c'était- balle perdue. on va faire pareil, hein, on va se mettre à faire Là, pareil, tu vas voir, à la garderie. Aïe aïe aïe. Ah, il faut que je me garde moi-même en fait, c'est tout. La Ouais. révolution. C'est Pikachu en prend une alors qu'il a rien demandé. Ouais, mais fallait qu'elle sorte celle-là. Là, Netflix, ça m'a trop retourné le cerveau. Quoi. Il m'a saoulé. Et donc, du coup, c'était quelqu'un qui défendait ses valeurs sur la piste aussi. Donc, motivation, détermination, l'envie de vaincre et recherche de la perfection. Forcément, il fallait être parfait. Et je pense que être comme ça lui a vraiment permis de surmonter tous les obstacles qui pouvaient se mettre à lui. Même pendant un temps, tellement qu'il en avait marre de la politique de F1, il pensait arrêter la Formule 1. Mais au final, il s'est dit que non, c'était vraiment ce qu'il voulait faire et qu'il allait continuer. Donc, c'est un pilote très, 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 très engagé. Il était très sensible à la pauvreté de son pays et surtout à l'inégalité financière de Sao Paulo. Donc, il a fondé une fondation qui s'appelle Instituto Ayrton Senna, Fondation d'Ayrton Senna en français, et qui pour le but c'était d'offrir les opportunités scolaires aux enfants défavorisés de son pays pour pouvoir diminuer l'inégalité des chances et de richesse de son pays. Parce que vraiment, pour le coup, il était très, très patriote. Et une autre anecdote qui pourrait montrer son grand cœur, c'est une fois qu'il a fait son Grand Prix en Australie, il y a un journaliste qui le croise en train d'acheter 36 000 valises et il lui dit mais pourquoi tu lui achètes autant de valises? Et il fait c'est pour transporter plein de chaussures. Il fait bah pourquoi? Il fait bah j'ai fait l'acquisition de 75 paires de chaussures pour les employés de ma fondation. Il faut des sacs pour les transporter quoi. Il les a toutes testées, voir si elles glissaient ou. Ouais, je pense. Hein. Je pense. Hein. Je pense, ouais. Ça fait Ou peut-être beaucoup de que paires, quand maintenant, même. je pense qu'il n'a pas pris de la merde, tu vois. Enfin bon, ce qu'il faut retenir aussi, surtout, c'est que c'était un maniaque de la mécanique. À chaque fois, hein, mais depuis le début, hein, que ce soit en karting, en Formule 3, en Formule 2000, en Formule 1, tout ce que tu voulais, il voulait toujours que le matériel soit neuf. S'il n'était pas neuf, il s'énervait et il disait qu'il n'en voulait pas. Il fallait vraiment que tout soit neuf avec lui. Ouais, le budget cap à l'époque. Ah bah après, lui il avait l'argent donc. Mais bon.
Et il avait une sensibilité de la mécanique incroyable. Quand tu vois déjà qu'à 7 ans, il passe les rapports juste en écoutant le moteur. À 7 ans, il avait compris ça. Mais plein de fois, il trouvait tous les problèmes sur les voitures. Bah, un peu comme Niki Lauda, hein. Les deux, c'était des tarés de la mécanique. Donc il avait vraiment un don de la mécanique. Et c'était pas en Formule 1, c'était plutôt. Alors je ne sais pas exactement lequel c'est. Coucou Elé. Et en fait, il commence à faire des tours de piste pour s'échauffer. Il rentre dans les stands, il fait les gars, il y a un pneu qui est pas gonflé de la même pression que les autres. En gros, il y a une pression sur mon pneu arrière droit qui est pas la même que les autres. Du coup, ils font ah mais non, c'est pas vrai, machin. Ils font mais si, prenez la pression. Ils prennent la pression. Vous savez à combien de pression il était. Enfin, à combien, quel est le. J'ai envie de J'ai pas le lâcher, terme. j'ai envie de lâcher un demi PCI, mais 10 bars. PCI. 0,1 bar. 0,1 bar. De différence avec ses autres pneus. un PSI, quoi, quasiment. Et il l'avait senti. Enfin, moi, je Pareil. trouve ça juste fou. Le mec, c'est une balance. Mais clairement. Mais vraiment, quand je dis que c'était un taré, le mec, il. T'as dire que j'arrive à faire 300 mètres sur un pneu dégonflé sur mon vélo, je m'en rends pas compte. Ouais, mais il est. Enfin, moi, mais en vrai, j'admire. J'admire ce. Enfin, ce Mais talent. pour moi, c'est un talent, j'ai pas osé le dire tout à l'heure quand tu m'avais dit, mais pour moi, c'est vraiment un dieu du sport automobile. Enfin, il a une science vraiment beaucoup plus boutique. Ah oui, mais c'est beaucoup plus poussé que nous. C'est Ouais, je inné sais en même fait. pas, je sais même En pas fait, c'est comment il inné, hein. faisait. C'est inné. Ouais, c'est inné, oui. Ce monsieur est né pour faire du sport auto. quoi. Juste C'est- mechanically gifted en fait, c'est tout, voilà. Mm. Y a quoi? Il est né pour. C'est l'ancien là, on ingénieur de Kimi Raikkonen qui disait la même chose. Il a juste ses deux mains sur le volant et son cul posé sur le baquet et il arrive à donner des retours techniques, des retours de feeling. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est vrai que Kimi c'est un peu le même genre, il parle pas beaucoup, mais quand il doit dire Ouais. des trucs, ça doit être assez. Mais généralement, les gens qui parlent pas beaucoup, pour moi, c'est les plus intelligents, entre guillemets, quoi. Merci. C'est pas moi! C'est pas les Mais non, petits. non, mais dans ce Allez, milieu-là, hop. tu vois. Avec le Lucky, kiff, dans mais ce... non, si, c'était avec Lucky, gratuit. dans ce tous les deux. Allez, le kiki. Mais non, mais pas. Non, mais dans ce Je rigole, milieu-là, je mais rigole, c'est je rigole. non, mais non, mais. Pour le d'une. Et commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je rigole, t'inquiète pas. Non, dans ce milieu-là. Bah, de toute façon, c'était quelqu'un de très calme et à chaque fois qu'il parlait, c'était pour faire une remarque pertinente. Ricardo pleure On dirait encore que c'est une balle actuellement, perdue pour Lucky, mais. mais non. Et arrêtez de voir des balles perdues partout. Ça suffit. Hein. Et du coup, tu vois, j'en ai perdu le fil. C'est ce que je voulais dire. Je vais ajouter un truc. Bah, je pense que tu peux passer à la Ouais, je vais passer à conclusion la là, suite. Ouais. sur Senna. Sur Senna, bah, du coup, il avait un pressentiment le jour du Grand Prix catastrophique, Grand Prix d'Imola de 1994, entre le décès de Ratzenberger et l'accident de Ruben Barrichello, Barrichello. Barrichello. Barrichello, qui était le chouchou de Senna d'ailleurs. Oui. Et après le décès de Ratzenberger, il avait appelé sa compagne, il a fait j'ai pas envie de courir, je sais pas, je le sens mal. Et après, il a eu une discussion avec le docteur de l'époque, qui est docteur Watkins. Et il lui avait dit mais tu es déjà 3 fois champion du monde, viens avec moi, on s'en va de ce milieu, on va pêcher, on va profiter de la vie. C'est bon, t'as fait tes preuves, tu peux y aller maintenant. Et il avait dit j'ai pas le contrôle sur tout et je peux pas quitter la Formule 1, je dois continuer, c'est mon devoir. Il a continué. Du coup, ce qui fait qu'au 7e tour, à 210 km/h, il heurte le mur. Et du coup, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, mais c'est sa colonne de direction qui s'est rupture de colonne de direction. Et la barre, en fait, elle allait frapper son casque. Et si cette barre n'était jamais en fait arrivée sur son casque, il serait encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment surtout à cause de cette barre. Lucky, hein, vraiment. Et donc c'est là on dit Lalo au final, oh, c'est pas trop mal. Ouais. Ça va en fait. Et depuis, donc il avait 34 ans quand il est décédé. Dans une Renault Williams. La première voiture qu'il a conduite, ce sera aussi la dernière Formule 1 qu'il a conduite. Et ce qu'il faut aussi, parce que là, je vais commencer à m'énerver, parce que la FIA, quand il y a eu l'accident de Ratzenberger, ils n'étaient pas censés relancer la course.
la course devait être annulée, mais forcément, à cette époque-là, à la FIA, c'était l'argent qui primait sur la sécurité. Mais depuis, quand même, on peut pas le dire, beaucoup de mesures de sécurité ont été prises en charge. Il y a eu beaucoup moins de morts dans la Formule 1, donc c'est quand même positif, entre guillemets. Donc, conclusion, c'est quelqu'un qui avait une aura, qui était calme, qui intervenait pour des remarques pertinentes. Il était connecté à la mécanique, hein, clairement. Et il a marqué son temps. Et ce qui est fou, c'est qu'il continue à marquer son temps aujourd'hui. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous le voyez comme au début que je vous l'ai demandé, ou est-ce que vous le voyez un petit peu différemment? Alors moi déjà, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci, merci pour ta magnifique chronique, Romy, c'était fort intéressant. J'aurais pu tout dire, mais Mais trop de trucs. non, c'est de ce que tu as dit, c'est à peu près la vision que je me faisais de cet homme et de et de ce qu'on avait déjà parlé, notamment mon père, qui m'a beaucoup appris de de cette période-là, de la F1. Donc non, ça a fait que conforter cette image-là et surtout, j'ai appris énormément de choses. Donc merci à toi. Qui... Moi, j'aime beaucoup les anecdotes. C'est très, c'est très marrant. Les chaussures t'ont plu ou pas? Très, très grand fan des chaussures. Après les casquettes, les chaussures. Après les casquettes, les chaussures, exactement. On va lancer. Chacun son domaine. Mais oui, non, à quel point il était connecté avec la voiture et qu'il était ouais, humain par-dessus tout en fait, mais Très humain. compétiteur aussi, et ouais, un peu la cohabitation de ces deux personnalités qui paraît pas logique tout de suite, mais qui existe, quoi. Tu l'as très bien décrit. Franchement, t'as mieux fait ma conclusion. Nichois, un petit mot sur Senna? Pas plus que ce que j'avais émis au début de l'émission. Ça restera quand même une référence dans le sport qui arrive, et tant mieux. De mon côté, ouais, pareil, j'ai appris beaucoup de choses, comme disait Eki. Merci pour la chronique. Je rajouterais juste pour ceux qui aiment lire aussi, notamment dans le chat et tout, si ça vous intéresse, je vous recommande le livre de Hilario Pax, qui est une fiction qui s'appelle Imola le jour d'après, où, du coup la colonne de direction s'enfonce 5 cm à côté de la tête de Ayrton Senna, et donc du coup il survit au crash, et s'ensuit toute une fiction sur qu'est-ce qui aurait pu se passer si Senna avait survécu au crash. Et bon, c'est pas de la grande littérature, mais ça se lit bien et c'est assez intéressant, je trouve, le concept de faire une réalité alternative comme ça. Et parce qu'évidemment, en plus, il se remet pas dès la semaine suivante à refaire une course dès le début, même s'il a survécu au crash. Le crash est quand même un sacré événement, ne serait-ce que psychologique, et il y a pas mal de réflexions là-dessus. Du coup, si vous aimez lire, j'ajouterais le livre que j'ai lu qui m'a beaucoup permis de découvrir. C'est Croisement d'une vie. C'est tous les gens qui ont croisé la vie de Senna et qui disent son rapport avec lui. Et comment ils ont vécu cet échange avec lui et qu'est-ce que Senna a apporté dans leur vie. Spoiler, beaucoup de choses. Non.